plaisir d'avoir à mes côtés, je vais commencer par Nadia Hamadach, qui est juriste et spécialiste des droits sociaux, droits sur la discrimination, qui interviendra. À mes côtés, donc, Pierre Darreville, qui est pour l'ECN l'homme en charge de ces questions-là, ainsi que de la laïcité. Également avec nous Tarek Mandouche, qui est élu à Échirolles et qui a la difficile délégation sur la discrimination, justement, et donc il nous parlera de comment, dans une ville, ces sujets-là se mettent en œuvre. Nous aurons ensuite, mois prochain, un débat sur le numérique avec Yann Lopolotec, et je n'ai encore pas les autres intervenants, et au mois de juin également, notre fête du travailleur alpin, qui sera aussi l'occasion d'un grand nombre d'échanges et de débats. Mais pour ce soir, donc, nous sommes sur les questions de laïcité, outils du bien vivre ensemble. Je vais rapidement passer la parole à nos trois intervenants en rappelant peut-être que la laïcité s'appuie sur trois principes. Un principe de liberté de conscience et de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de toutes et de tous devant la loi, quelles que soient ses croyances ou ses convictions. En quelque sorte, la laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais en fait, la laïcité, c'est la liberté d'avoir sa propre opinion. Elle n'est pas non plus une conviction, mais elle est vraiment le principe qui autorise toutes les convictions, bien évidemment, à partir du moment où elle respecte la loi de notre pays. Donc voilà, ce petit rappel sur les principes de laïcité, et je vais céder la parole tout de suite à Nadia Hamadach pour 10-12 minutes. Ensuite, Pierre Darreville enchaînera. Tarek Mandouche nous fera part donc, des expériences sur la ville d'Échirolles. Et après, comme à chaque fois, le principe est place à la discussion, aux échanges, aux questions et parole à la salle. Finalement, je vais plutôt présenter les différentes conceptions aujourd'hui qu'on retrouve au sein de notre société et qui ne sont pas finalement issues de mes méninges, mais de celles de Bobéro, qui est un éminent historien spécialiste de ces questions et qui nous nourrit tous beaucoup autour de l'histoire de la laïcité. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, sur ces sujets de laïcité, mais on y reviendra, on est à l'aune d'une difficulté particulière liée à la nouvelle forme de religion que prend l'islam, parce que c'est cette question-là qui se pose par rapport à la laïcité d'aujourd'hui, et alors moi je suis consultante sur ces questions-là, je fais beaucoup de formations notamment, et je suis toujours surprise d'entendre dans mes groupes les personnes dire mais avant c'était pas comme ça. Et alors ça, cette question-là de mais avant c'était autrement, interroge sur l'évolution sociologique de la population française, sur les nouveaux modes de pratique, mais interroge aussi sur l'idée peut-être d'une conception idéale d'une société laïque auquel aucun problème ne se posait jusqu'à ce que l'islam apparaisse. Or, il suffit de lire un petit peu, évidemment, et de se rappeler un peu nos cours d'histoire d'antan pour se souvenir à quel point ça a été une bagarre, une bataille qui vient de très loin et qui constitue finalement le parcours de la démocratie ou de la République, devrais-je dire plutôt la République française, puisque c'est finalement le fruit de l'histoire qui a conduit la France à adopter un principe d'organisation, parce qu'on dit souvent la laïcité c'est une valeur, ce n'est pas une valeur, c'est un principe d'organisation de la société que vous avez tout à fait très bien rappelé, qui a pour objectif de permettre la liberté de culte des citoyens. La liberté de culte, voire même au-delà, la liberté de conscience, c'est-à-dire le fait de décider de croire au Dieu auquel on en rit, finalement, mais c'est aussi l'idée de dire que l'on peut changer à tout moment
de religion. Je vous rappelle que dans certains pays, c'est pas possible. Et puis également de ne pas croire, tout simplement. Alors à partir de ces différentes visions de la laïcité, c'est assez intéressant de voir que c'est pas nouveau et qu'au moment même de l'adoption de la loi de 1905 de séparation de l'État et de l'Église, on appelle couramment ainsi, il y avait déjà des débats et des différentes conceptions sur la tournure que devait prendre cette loi de séparation, d'un côté avec des conceptions très strictes de séparation, et qui allait jusqu'à une séparation, disons, plus d'accommodement raisonnable, pour prendre un mot à la mode aujourd'hui. Alors, c'est intéressant d'essayer de voir comment les pères fondateurs de cette laïcité, qui se sont quand même réunis pendant 1 an et demi, pour réfléchir au contenu de la loi de 1905. Hein, ça ne s'est pas fait sur un coup de tête. Et ça veut dire que s'il y a eu pendant 1 an et demi des discussions au sein d'un conseil, c'est bien qu'il y avait des dissensions et qu'il fallait trouver finalement le meilleur consensus et qui était aussi, sans doute, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, le plus sage. Mais, une fois qu'on a dit ça, parce que c'est pas compliqué, la loi de 1905, finalement, elle dit pratiquement tout dans ses 2 premiers articles. Vous l'avez rappelé, les principes de base. Le premier article rappelle la liberté de conscience de tout un chacun, et le deuxième article vient limiter l'ingérence, entre guillemets, de l'État sur le religieux, c'est-à-dire qu'il rappelle tout simplement l'interdiction, par exemple, du financement du culte par les pouvoirs publics, mais aussi rappelle les limites de cette liberté, parce qu'il n'y a pas de liberté sans limite, et la seule limite qui est rappelée, c'est celle du trouble à l'ordre public. Du trouble à l'ordre public, c'est tout. Donc à partir de ce moment-là, c'est intéressant de se dire, mais alors, comment on en est arrivé là? Quelles ont été les différentes conceptions? Alors il en compte 7 Bobéro, et j'ai beau essayer de les remettre dans un ordre pour qu'il y en ait moins, je peux vous dire qu'il a bien analysé son affaire et qu'effectivement, on a bien parfois des nuances très très ténues, mais qui existent bien. Alors, je vous propose de vous présenter ces 7 laïcités. Certaines trouvent leur origine déjà chez les pères fondateurs, puis d'autres sont nouvelles, plus récentes, on va dire. Alors, la première conception, c'est ce qu'il appelle la laïcité anti-religieuse, ou on pourrait dire autrement la laïcité athée. C'est-à-dire qu'on est sur un mode de pensée, alors ça a été porté à l'époque, notamment par Maurice Allard, qui partait du principe que finalement la religion constituait un frein à la liberté de conscience, puisqu'elle empêchait l'homme d'être libre, d'être un libre penseur, puisque on acquiert, le discours étant celui-ci, une religion quasiment à la naissance, puisque ça va dépendre de là où vous tombez, dans quelle famille vous tombez, et que finalement, ça ne relève pas d'une démarche réflexive individuelle, mais simplement de la répétition d'un ordre moral qui nous aurait été transmis. Et de ce fait-là, cette posture conduit à l'idée que la modernité devrait nous amener à privilégier la raison plutôt que la passion, et que donc il faut laisser le moins de place possible aux religieux, voire tout faire pour que petit à petit ce religieux disparaisse, pour faire apparaître l'homme raisonnable, c'est-à-dire l'homme adulte qui n'a plus besoin de s'appuyer sur Dieu. Alors, Bobéro dit que notamment, aujourd'hui, on retrouve un peu cette posture de laïcité anti-religieuse chez un certain nombre de personnages. Alors, il cite Michel Onfray, effectivement, il a des postures parfois comme ça, même si récemment, je sais pas si, il a un peu évolué, je trouve, sur cette question-là, mais bon. Ou Charlie Hebdo, par exemple, qui est le principe est de dire plutôt anti-religieux. Alors, la deuxième posture, la deuxième laïcité, c'est ce qu'il appelle la laïcité gallicane. Alors la laïcité gallicane part du principe que certes il
y a une différence, une séparation stricte entre le religieux et le politique, mais en même temps avec l'idée que quand même le politique doit avoir le dessus, malgré tout, sur le religieux, c'est-à-dire qu'en fait, la religion est conçue dans cette position-là comme un outil qui peut être au service des pouvoirs publics. Alors, je vous rappelle quand même que le gallicanisme a été mis en place par le Concordat de Bologne sous François Ier, et qui part du principe que le roi est en fait le représentant du pape sur le territoire, et qui finalement n'est que l'application de la théorie de l'absolutisme déjà des Capétiens, qui disaient finalement le roi a tous les pouvoirs, il a le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et il se chargera d'appliquer le pouvoir spirituel sur le territoire français. Le pape, merci, c'est pas la peine de vous en mêler, en gros, et quelque part, l'idée c'était quand même bien de dire que, puisque le pouvoir spirituel était important au niveau de la sociologie de l'époque, et c'était donc une forme de pouvoir que les dirigeants voulaient s'accaparer pour agir. Alors, dans la figure des pères fondateurs, on a Émile Combes qui était sur cette posture-là, et qui est allé, par exemple, justement, proposer à ce que cette séparation stricte conduise, c'est un exemple, mais c'est à l'interdiction des signes distinctifs religieux, c'est-à-dire à l'interdiction de la soutane à l'époque. C'était bien ça la position. Et ça a donné une position qui a été portée par un groupe qu'on appelle les combistes, hein, parce que les combes ne faisaient pas partie du comité de réflexion autour de la loi de 1905, mais il avait ses partisans. La religion, l'idée ici, comme la religion devient un peu une forme d'outil, elle doit soutenir la République, elle est sous sa main, et donc on est sur une posture à la Louis XIV, qui est de dire un peu un roi, une foi et une loi. Et on l'a retrouvé plus récemment, donc dans notre posture contemporaine, des notions un peu autour de ça. Par exemple, quand on entend parler de l'islam de France, hein, c'est un terme qu'on entend souvent. À l'époque, on parlait déjà de catholicisme à la française. Et du coup, alors l'islam de France, il y a deux façons de l'interpréter. Soit c'est de dire justement, l'idée c'est d'avoir une religion qui soit en termes d'organisation, mais aussi de théologie, de pensée, qui soit indépendante, autonome par rapport à une autorité étrangère potentielle. Mais c'est aussi, peut-être, derrière, l'idée qui est de dire l'islam de France, ça veut dire que c'est un outil qui peut être potentiellement utilisé par le politique. Et on l'a vu avec la création, en 2003 je crois, du CFCM, quand Nicolas Sarkozy a décidé qu'il créait, il a fait injonction à créer le Conseil français du culte musulman. En gros, je vais vous dire comment vous organisez. Et je choisis les personnes, etc. Donc on est complètement dans une posture de laïcité gallicane. Alors la troisième forme de laïcité, c'est ce que Bobéro appelle la laïcité séparatiste stricte, alors, qui a été portée à l'époque notamment par Ferdinand Buisson, qui partait du principe que non seulement il y avait une séparation entre le religieux et le politique, mais qu'en plus le religieux devait quand même respecter les fondamentaux, mais aussi les modes d'organisation, les principes d'organisation de la République, quelque part. C'est un peu de ça que l'idée a été de reprendre, par exemple, le fait d'avoir des constitutions civiles pour les catholiques, enfin pour le clergé plutôt. En 1905, on a, enfin même avant d'ailleurs, saisi les biens du clergé, en disant ça devient des biens de l'État. Ensuite, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ces biens finalement? Évidemment, on va redonner ces biens à la gestion des catholiques. Mais alors à qui? Parce qu'on ne veut pas le donner au clergé, parce qu'on ne veut pas qu'ils reprennent un pouvoir là-dessus. Donc on a dit, bah, c'est bien ça, vous allez faire des associations
cultuelle, et on donnera ces bâtiments en gestion à ces associations. Mais alors, qui dit association, dit à l'époque, du coup, association façon loi 1901, à savoir un conseil d'administration qui, de fait, est élu, qui lui-même nomme les membres du bureau, bref, une approche démocratique qui n'est pas celle du clergé. Le clergé, il dit, mais attendez, vous êtes bien gentil, mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on a un ordre, on a un clergé, on a une hiérarchie, les gens ne sont pas élus, ils sont désignés, ça ne va pas du tout, cette affaire-là. Et donc, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné comme ça. Mais en tout cas, c'était la posture de Ferdinand Buisson pour dire on va imposer la façon de faire aux religieux. À côté de celle-là, on a... oui, d'ailleurs, on rappelle très souvent que Ferdinand Buisson était un protestant, un protestant libéral, et qu'il avait aussi réglé ses comptes, entre guillemets, avec sa propre église, notamment. Alors, dans la même idée de la laïcité séparatiste, c'est la quatrième forme, c'est la laïcité toujours séparatiste, mais cette fois-ci inclusive, et non pas stricte, qui a été portée principalement par Aristide Briand, soutenu par Jaurès, d'ailleurs, à l'époque, et qui partait du principe que, certes, il fallait la séparation des pouvoirs, mais qu'il fallait malgré tout laisser le religieux s'organiser comme il voulait, après tout. Et alors, il mettait en avant justement le principe du syndicalisme. Il disait, mais on ne peut pas se contenter de reconnaître les religions individuellement. Parce que c'était un peu la posture de Buisson en disant, c'est les individus qui choisissent les religions, ils sont libres, mais il ne faut absolument pas qu'il y ait des collectifs qui s'appliquent des modes d'organisation qui relèvent du religieux. C'était ça la distinction. Alors Briand, il dit oui, mais c'est compliqué, on ne peut pas distinguer aussi facilement l'individu et le collectif. Regardez, si on fait le lien avec le syndicalisme, si chacun peut avoir une posture syndicale, c'est quand même la force, elle est dans le collectif. Et on a bien besoin de cette organisation collective. Si on dit que le collectif n'est pas reconnu, bah finalement le syndicalisme ne peut pas exister. Et c'est un peu ce discours qui a fait un peu pencher la balance. Et du coup, par exemple, pour reprendre toujours mon exemple de la mise en gestion des biens du clergé, et bien finalement, Briand, sa posture était de dire on va fournir la gestion de ces biens immobiliers à des associations. Là-dessus, on ne tranche pas, hein. On ne donne pas directement au clergé, mais à des associations cultuelles. Mais par contre, le prêtre qui sera nommé dans cette paroisse ou autre, ça, on ne s'en mêle pas. Hein, ça, on va laisser le clergé décider du choix d'organisation pour définir qui va gérer ces biens. Cinquième conception, c'est ce que Bobéro appelle la laïcité concordataire. Alors, la laïcité concordataire, elle va... Alors, vous vous souvenez, le principe du concordat, hein, c'est un peu... on définit les domaines respectifs de chacun, c'est-à-dire le religieux traite de ça, et la République, l'État, traite d'autres choses. Alors, du coup, le concordat avait amené à ce que, par exemple, tout en séparant les pouvoirs, les représentants des cultes soient rémunérés par l'État. Je fais là un rapprochement avec le concordat de Fontainebleau, hein, signé par Napoléon Ier. Et donc, finalement, les principaux représentants à l'époque, c'était le protestantisme, le catholicisme et le judaïsme, et que leurs représentants ont été des fonctionnaires de la République pour pouvoir faire passer la parole religieuse. À tel point qu'on a des traces de ce concordat encore aujourd'hui en France. Exactement, en Alsace-Moselle. Puisque au moment de l'application de la loi de 1905, la loi de 1905 a mis fin au concordat de Fontainebleau, mais l'Alsace-Moselle ne faisait pas partie de la France à l'époque, mais de l'Allemagne. Et du coup, ça leur était pas applicable. Et puis quand ils sont revenus en France, finalement, ils ont gardé ça. Et puis depuis le temps, on n'a pas trouvé moyen de mettre fin à ça, parce que ça perdure encore aujourd'hui.
Et on a cette différence de traitement, parce qu'on parlait d'égalité tout à l'heure, où on a un territoire où on a des fonctionnaires qui font du religieux, et dans les écoles publiques, hein, pas professionnelles, hein, il y a des cours de religion qui sont donnés par des religieux. Alors les parents, du coup, qui ne veulent pas que leur enfant aille à l'église, alors ils choisissent, hein, ils ont le droit d'aller à l'église, à la synagogue, à la mosquée. Ceux qui ne veulent pas doivent demander, ils doivent faire une note, hein, ils doivent le demander. Si vous ne faites rien, vous allez forcément à un culte. Donc c'est quand même une posture concordataire qui perdure. Alors il y a un deuxième territoire, on a tendance à l'oublier, hein, qui garde aussi cette époque du concordat, c'est la Guyane. Parce qu'on considérait à l'époque qu'il fallait civiliser les peuples sauvages et que les missions servaient à ça, hein, les missions chrétiennes. Et du coup, c'était un travail. Donc on rémunérait ceux qui étaient censés le faire. Et cette notion, elle a perduré en Guyane en tout cas. Alors la sixième, c'est une laïcité, une conception de la laïcité relativement nouvelle. Enfin, il ne compte pas forcément tout à fait comme moi, parce qu'entre les deux, il en compte une autre. Hein. On a l'impression que dans son schéma, finalement, il y en a une 5 bis. Hein. C'est la laïcité reconnue par le clergé, enfin, parce que pendant longtemps, le clergé dit, il s'est battu contre la laïcité là-dessus. Et après la Seconde Guerre mondiale, aussi sans doute du fait de la posture du clergé pendant la Seconde Guerre, qui n'était pas reluisante, on dit, finalement, ça va, c'est pas mal, la loi sur la laïcité, elle est relativement équilibrée, donc on est d'accord, il y a quand même 2-3 petites choses qui nous gênent. Par exemple, nous on aimerait bien qu'à côté du mariage qui permet le divorce, il y ait un mariage où le divorce ne soit pas permis. Alors on a dit, attendez, nous on est séparation pouvoir public et religieux, vous n'allez pas marier des gens et ça s'imposerait à l'état civil républicain, laïque. Donc ils se sont dit, ah oui, c'est embêtant, écoutez, dans ces cas-là, c'est très simple, il faut que l'officier d'état civil, au moment du mariage, propose aux futurs mariés les deux. Alors, voulez-vous un mariage avec ou sans divorce? Il s'est paru un peu incongru, et finalement, donc, cette posture-là n'a pas été retenue, en disant non, c'est pas possible, donc l'officier d'état civil, bien entendu, proposera le seul mariage laïque. Voilà, ça c'était la petite anecdote. Alors, l'avant-dernière, donc la sixième, c'est la laïcité, qu'il appelle la laïcité identitaire, ou alors qu'on appelle aussi nouvelle laïcité. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle laïcité? Elle est apparue en 2003 dans un rapport de Barouin qui a sorti un rapport qui s'appelait « Pour une nouvelle laïcité ». On s'est dit, ah tiens, donc il y a une nouvelle laïcité. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de revendiquer la laïcité comme étant une identité culturelle. Ça veut dire que la République n'est pas seulement basée sur un certain nombre de valeurs politiques, mais aussi des valeurs d'ordre culturel qui seraient liées aux racines chrétiennes de la France, mais au-delà, c'est-à-dire ce n'est pas seulement reconnaître, ce qui ne serait pas faux, les racines chrétiennes de la France, mais dans le discours, c'est de dire une laïcité qui valorise les racines chrétiennes de la France. Donc on est sur une posture complètement identitaire. Pardon? C'est plus tout à fait la laïcité. Mais c'est pas. Et qui, du coup, est complètement dans ce que je vous disais au tout début de mon intervention, sur l'idée mythique d'une société qui était sans aucune difficulté, sans aucune tension entre la notion de laïcité et donc cette séparation, oubliant au passage que rappeler les valeurs chrétiennes de la France ne doivent pas faire oublier la Saint-Barthélemy, le chevalier de la barre, l'antisémitisme, etc. Et de ce fait-là, on parle davantage d'une laïcité mythique, mais qui va loin puisque
on a le discours de Latran, par exemple, de Sarkozy, qui revient sur ce principe-là. On a également la déclaration, par exemple, de Marine Le Pen, qui a dit « Je n'ai pas à connaître la religion de ma voisine ». Hein, l'idée de la laïcité, c'est ça. Je n'ai pas à connaître la religion de ma voisine. On entend par là le foulard, puisque en aucun cas, elle n'a parlé de son voisin. Et oui, et c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en fait, la question aussi de ce point de vue lié à la laïcité interroge également la question de l'égalité femmes-hommes, parce que la soutane ou la kippa n'ont pas été citées. C'est quand même bien aussi, du coup, la question des libertés religieuses portées par des femmes ou portées par des hommes qui peut être interrogée là-dessus. En tout cas, c'est l'idée identitaire. On sait très bien qu'à travers ça, elle parle de l'islam. Elle n'a pas besoin d'en dire plus. Alors, la dernière qui est finalement celle qui est proposée par Bobéro, mais que je laisse ouverte parce qu'en fait il ne le développe pas plus que ça, c'est de parler de la laïcité rassembleuse, qui permet le vivre ensemble, puisque c'est comme ça que vous avez intitulé votre soirée. Donc l'idée de dire que ce n'est pas quelque chose, une laïcité qui est fermée, c'est une laïcité qui a toujours été en mouvement, qui est en constante construction, et qui doit s'adapter aux réalités sociologiques du pays, et que de ce fait-là, elle ne peut aboutir qu'à des discussions raisonnables, hein, on pourrait reprendre ce terme qui est un peu à la mode, hein, l'accommodement raisonnable, mais qui ne peut être qu'issue, selon lui, d'une discussion entre les citoyens, concernés. Hein, et que c'est en gros de l'échange que jaillira la lumière, j'ai envie de dire, et je vous laisse la part de l'échange pour ce qui nous concerne.